Salut Guy, ça me fait super plaisir de vous avoir en ligne. Vous êtes un expert hautement qualifié en gestion de cybersécurité. Parlez-moi un peu de votre parcours professionnel qui est très très intéressant. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Merci pour le temps qu'on va passer ensemble. Je suis en fait quelqu'un qui est grandi au Luxembourg. J'ai fait mes études ici, et puis j'ai fait mes études universitaires en Belgique. Et puis j'ai fait une maîtrise en Californie à Berkeley, et je suis finalement parti au Japon, où j'ai travaillé dans le domaine semi-conducteur. J'ai développé des outils pour simuler des circuits intégrés. Et puis après le Japon, je suis revenu en Europe. Et j'ai travaillé surtout en Allemagne, à Cologne et à Munich, où j'ai travaillé dans le domaine du business. Donc, je suis passé de recherche et développement à la partie business. Et j'ai eu le plaisir d'être project manager européen, d'être aussi fait du e-commerce, etc. J'ai fait aussi, entre-temps, j'ai eu le plaisir de faire un MBA. Donc, il y avait bien des choses que je voulais apprendre, et j'ai choisi ce chemin-là. Et puis, à partir au début des années 2000, je me suis orienté vers le risk management. Au début, à cette époque-là, c'était en particulier tout ce qui est protection des données, c'était même avant GDPR. Et aussi, SOC, c'était très populaire à l'époque. D'autres choses, c'était le début de la business continuity. En 2007, et depuis 2007, je me suis essentiellement concentré sur la cybersécurité. Au début, c'était plutôt de la compliance, voilà, c'était le début des standards ISO 27001, basés sur des standards anglais en fait à l'époque. Donc c'est un peu ce qu'on a oublié. Et on a fait ça pendant un certain temps, jusqu'en 2011, où Sony en tant que société s'est fait attaquer par des hacktivistes, des hackers et activistes, qui n'avaient pas apprécié que dans un des updates de la PlayStation 3, on avait supprimé la possibilité de faire tourner Linux sur la PlayStation. Et c'était considéré comme un abus du copyright. Une grosse société abuse ses copyrights. Et on a été attaqué à gauche et à droite sur pas mal de sites web, parce que les activistes avaient l'idée qu'il fallait attaquer les web, puis il fallait faire un breach, et puis on rentrait dans la presse, et là on pouvait faire passer les messages activistes en même temps. Et il y a eu 26 attaques à l'époque. Mais naturellement, on s'est rendu compte qu'on avait, après les années 2000, c'était en 2011, construit beaucoup de sites web. Il y avait plusieurs milliers de sites web qui avaient été construits. Et donc, naturellement, on avait une époque, il y avait un site web par auteur musical, ou plusieurs sites pour chaque film, etc. Donc, c'était très organique. Mais naturellement, après, c'était un réveil, parce que après cette attaque, on a un peu changé d'analyse, et on a décidé d'être beaucoup plus technique et opérationnel. Le compliance, c'est bon, mais ça ne donne que le fondement. Il faut pouvoir résister à des adversaires aussi. Tout allait bien, sauf en 2014, on a eu une deuxième grande attaque. Il y a eu beaucoup de couverture média. C'est quand Sony Pictures, à Los Angeles, s'est fait attaquer par des acteurs, on appellera coréens du Nord. Parce qu'on était en train de faire un film qui s'appelait The Interview, qui était une comédie impliquant aussi le leader nord-coréen. Et je pense que ça n'a pas été trop apprécié Ouais. à l'époque. Et soudainement, on s'est rendu compte d'un jour que la grande partie des PC ne marchait plus. Il y avait certains films qui n'avaient pas encore été rendus publics, qui avaient été exfiltrés. Et même les emails avaient été exfiltrés, et on se retrouvait sur Wikileaks. Bon, naturellement, la société a eu beaucoup d'aide. À l'époque, le président Obama, le FBI, tout le monde est venu à l'aide, parce que c'était la plus grande attaque sur une société américaine, jusqu'à ce point-là. Et donc, après cet événement, on est encore devenu plus technique et plus opérationnel. Et naturellement, on a eu aussi affaire à d'autres grands acteurs asiatiques qui étaient intéressés à la propriété intellectuelle de la société, surtout que c'est une société qui avait beaucoup de secrets technologiques, si on peut dire. Et fin 2004,
Danse, j'avais avant un rôle européen et j'ai repris le rôle global. Donc je suis devenu, CISO global, de Sony Electronics et j'ai eu beaucoup de travail en Asie-Pacifique et en Chine. Ce qui fait que je me suis déplacé, de la Belgique à l'époque, à Singapour. J'ai habité là 5 ans. C'est un peu plus chaud qu'ici, donc je me rappelle. Mais c'était aussi un travail assez dur parce que j'ai dû, voyager assez bien. Ça veut dire plusieurs centaines de milliers de kilomètres par avion, par an, ce qui rendait ma vie extrêmement dure parce que pour aller de Singapour à Sao Paulo, c'est 2 vols de 12 heures. Bon, on peut imaginer le reste et c'est pourquoi en 2020, heu, aussi et pour d'autres raisons aussi, j'ai quitté la société et j'ai créé ma propre, entreprise de consulting au Luxembourg, cette fois-ci. Donc j'étais content de revenir, à la base, si on peut dire et depuis, on essaie de développer, ce business, au national et en européen. Je pense que vous avez vraiment, fait vos preuves, sur le terrain. Quels sont les enseignements les plus importants que vous tirez, de ce passage, chez Sony? La chose importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si vous faites le permis de conduire. Vous pouvez conduire en pensant et respectant toutes les règles du code de la route, mais tout le monde sait que la réalité sur la route est un peu différente. Différentes, ouais, ouais, ouais. Voilà et surtout si vous êtes une société, même petite ou moyenne, qui peut être une cible, d'un 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 attaquant, il faut un peu réfléchir parce qu'entre-temps, si on regarde les derniers 10 ans, 15 ans, la cybercriminalité est devenue une industrie. L'intérêt, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui se font, ce qui fait que si je veux attaquer votre société, eh bien, je vais acheter des accès. Si on peut dire un broker qui va me les vendre à un certain prix. Si je veux attaquer votre société en ransomware, j'ai pas le software, j'achète software à quelqu'un ou une licence à quelqu'un. Un cybercriminel moins talentueux techniquement peut faire du business. Donc, on doit réfléchir est-ce qu'on est une cible? Il faut imaginer que si le passé était peut-être plus calme, le futur pourrait l'être moins. Surtout en ransomware, c'est un peu aléatoire. Mmh. Autre chose, on est une cible, on n'en est pas une, ce qui permet de chiffrer un peu le risque. Et deuxième chose, il faut incorporer la sécurité dans le business de la société. Il ne faut pas que ce soit un monde à part, il faut que ça coexiste avec la partie IT. Il faut que la stratégie sécuritaire soit compatible avec la stratégie business de la société. Maintenant, pourquoi est-il si important de mettre, en œuvre des mesures de cybersécurité dans les organisations modernes? Et est-ce que le management ou les conseils d'administration sont encore réticents par rapport à ça? Quelle est votre expérience à ce niveau-là? En fait, le développement de la cybercriminalité, si j'ose dire, s'est fait assez rapidement. En fait, ils ont suivi le shift de l'économie vers internet et la criminalité s'est aussi déplacée. Toute une catégorie de criminels sont apparus et qui ont développé le secteur dans une, industrie. Naturellement, il y a 10 ans peut-être, c'était pas un sujet important. Peut-être même il y a 5 ans, c'était pas trop important. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans le management, que ce soit les comités exécutifs ou les conseils, sont nouveaux dans ce domaine. Ça, c'est une chose, c'est normal parce que c'est assez récent. Deux, c'est un domaine assez complexe. Et parce que l'idée, c'est que le cybercriminel va essayer de trouver des failles, va essayer de se cacher. Donc Ouais. ça se passe pas dans un espace visible, ce qui fait qu'on est un peu difficile à imaginer ce qui se passe. On voit qu'il y a des choses, mais on a difficile à les percevoir. Donc, ce qui fait que le management, ces choses-ci, un peu nouveau dans le domaine. C'est pourquoi pour notre société, on peut aider les gens au niveau de stratégie, on peut aider au niveau du coaching, du Bien. training, même des trainings individuels. Peut-être quelqu'un veut vraiment savoir, veut vraiment contribuer en tant que management à prendre des décisions qui protègent la société ou qui ne la mettent pas en danger.
et donc décide de se donner une formation et de voir un peu plus clair. Donc c'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui en intelligence artificielle, où il y a soudainement un domaine radicalement nouveau qui se développe extrêmement rapidement et qu'on ne peut plus ignorer comme Mmh. étant une force dans l'industrie. Maintenant, vous bon, vous parlez de formation, mais que faut-il pour, réussir en tant que ciseau au niveau, mondial? Donc en tant que responsable de la sécurité des, systèmes d'information? Je crois que ce que je vais dire, c'est à mon avis applicable à tout ciseau d'une certaine taille. Il faut, un, comprendre le business. Et si Mmh. vous devez protéger une fabrique, moi j'avais une dizaine de fabriques, une fabrique, c'est pas une société de vente et marketing, c'est pas du R&D. Donc il faut un peu comprendre quel est le business, quelles sont l'exposition. Il faut vraiment être très proche. Parce que notre mission, c'est d'aider le business à se développer malgré tous les Absolument, risques, qu'on a absolument. et de réduire, considérablement, le risque. 2, naturellement, si on sait globalement, idéalement, vous travaillez globalement de la même façon. C'est pourquoi l'organisation que j'ai implémentée à Singapour, on fonctionnait globalement de la même façon qu'on était au Mexique, au Brésil, en Europe, en Inde, ou en Thaïlande, ou en Corée, ou en Chine. Oui, c'est un marché mondial, hein? C'est un marché mondial, donc les adversaires, comme on les appelle, Mmh. peuvent venir de tous les côtés et il faut, comment dire? Pouvoir, s'organiser de façon à pouvoir résister dans n'importe quel endroit. Naturellement, devenir global en opération, c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire. La troisième chose, c'est, je l'ai utilisé le mot adversaire. Il n'y a pas de cybersécurité sans adversaire. S'il n'y a pas Mmh. d'adversaire, il n'y a pas de cybersécurité. Donc il y a un attaquant, il y a un cybercriminel quelque part. Donc c'est comme un champ de bataille où il y a, vous êtes d'un côté et les adversaires de l'autre. Donc il faut un peu réfléchir quels sont vos points faibles et les contrôles qu'on a dans les standards, c'est en gros des défenses que vous mettez Mmh. sur le chemin de l'attaquant. Donc il faut un peu réfléchir, pas juste au niveau de contrôle et de liste de contrôle, il faut un peu réfléchir à ce champ de bataille qui est devant vous et comment l'organiser et quelle stratégie adopter pour réduire le risque qu'on soit compromis. Donc une réflexion stratégique, est cruciale. Maintenant vous avez, passé des années, en Asie. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu en Europe? Alors, j'ai déjà indiqué un peu, c'est une bonne question, c'est Voilà. certainement pas le temps. J'ai apprécié les 5 ans que j'étais à Singapour, j'ai eu plus de 30 degrés chaque jour, sur 5 ans. Mmh. Donc, il y a jamais eu un jour où la température a été moins de 30 degrés à la journée. Donc, ici, c'est un peu pluvieux et c'est un peu froid par moment. Mais, comme on était à Singapour et l'opération était globale, j'ai dû voyager, dans des proportions, importante. Ça qui fait que j'ai voyagé plusieurs centaines de milliers de kilomètres, par avion par an. Parce que j'avais un team qui était distribué, le plus loin était Mexico et Sao Paulo, d'un côté, mais aussi en Inde, ici aussi en Turquie, dans les pays européens, en Amérique du Nord. Donc, voyager était nécessaire parce qu'il y avait une équipe et parce que j'organisais des meetings régionaux tous les 6 mois pour qu'on puisse revoir l'état des choses et qu'on se fixe des objectifs pour les 6 mois à venir. Donc, il y avait des voyages à faire. Il fallait discuter ou négocier quelquefois avec les directeurs généraux des différentes opérations globalement. On ne pouvait pas simplement leur envoyer un email, «Aidez-moi un Mmh. peu». Il fallait comprendre leur situation, il fallait expliquer surtout et se mettre d'accord, sur ce qu'on allait, faire ensemble. Tout ça était nécessaire, de faire en face à face. On imagine, que tout Ça peut se aide, faire, hein? ça aide, tous peuvent se Ça faire par aide. team, mais si vous négociez sur un Mmh. sujet important, Mmh. c'est très dur et 2, je crois que c'est aussi une marque de respect. Mmh. Dans pas simplement une facilité, mais simplement, on va dire, j'étais conscient que je travaillais pour eux, dans une grosse mesure. Mmh. Mmh. Donc, il faut pas rester à Singapour si le business se fait, au Brésil.
au Panama ou en Amérique du Nord au Canada. Donc, c'était nécessaire. Deuxièmement, mes filles allaient vers leur âge de l'université, donc c'était un autre aspect. Il y avait d'autres éléments internes dans la discussion, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis décidé de quitter Sony et de revenir au Luxembourg et Mmh. d'établir ma propre société. Et dans quel, secteur et pour quelle société avez-vous travaillé depuis votre retour, au Luxembourg? Bien évidemment, comme j'avais travaillé en européen, genre j'étais CISO européen ou d'autres fonctions, j'avais des rôles européens et puis le rôle global à Singapour, j'avais une idée un peu simpliste de travailler au niveau national à Luxembourg. Ce qui fait Mmh. que mon premier client, gros client à Luxembourg était la Sparkasse, qui est la caisse d'épargne de l'État de Luxembourg, où j'ai eu le plaisir de travailler avec la première ligne défense, la deuxième ligne défense, Mmh. et le conseil d'administration et le comité des risques. Donc, c'était aussi ma première exposition au secteur financier. J'ai aussi Oui. travaillé pour La Poste, qui fait de la télécom, de la logistique et de la finance, donc c'était un autre secteur. J'ai travaillé aussi pour des municipalités, les communes, etc., qui avaient une autre type de problématique. J'ai travaillé aussi pour l'administration des chemins de fer, Luxembourg, qui gère l'infrastructure au Luxembourg. Et puis récemment, je travaille pour l'agence qui gère les données électroniques de santé. Donc, j'ai eu le plaisir de m'exposer à différents secteurs et surtout, par exemple, le dernier secteur, les données de santé, forcément, il y a beaucoup de données sensibles ou même dans le secteur Mmh. bancaire, forcément, vous protégez les moyens financiers des gens. Et donc, on a eu une exposition sectorielle assez large et que je voulais et où je voulais vraiment contribuer de façon holistique par mon expérience dans ce secteur et pas juste faire toujours la même chose, mais vraiment enrichir Mmh. ce secteur. On fait en gros de la consultance dans tous les aspects de la cybersécurité et suivant les cas de figure aussi des opérations, avec un certain nombre de spécialistes qu'on utilise pour les tâches Donc qui sont j'imagine que vous ne vous ennuyez pas vu que vous travaillez pour, des clients aussi variés. Mais qui est QB Consulting? Qui est derrière cette société? Mais Cubixus Consulting, c'est une société que j'ai fondée en fait exactement en 2021. Et comme je le sais de l'indiquer, on a fait surtout de la cyberconsultance dans tous les niveaux. Ça veut dire, on a vu, j'ai indiqué tout à l'heure pour la Showcase, où on a supporté en consultance le comité de risque, le conseil, on a fait de la stratégie, on a fait des plans à moyen terme, on a fait des gap assessments, c'est très populaire. Généralement, le management veut savoir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on peut résister à un adversaire, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il veut avoir une deuxième opinion. Naturellement, il y a beaucoup des personnes au niveau de la sécurité interne qui sont très préoccupées, mais quelquefois, il est bon d'avoir une deuxième opinion. Soit que ça, comment dire, supporte l'idée qu'on fait bien dans ce secteur, Pour changer d'orientation. absolument, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes parce qu'on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là. Ensuite, il y a différents efforts de compliance au niveau de standards. Il y a beaucoup de standards assez intéressants ces jours-ci. Aussi en Europe, on a un mouvement vers DORA récemment, qui est dans le domaine, dans le secteur financier. C'est une directive européenne qui vise le secteur financier, presque tout le secteur. Et dans le domaine de l'industrie, les secteurs critiques ou d'infrastructures critiques sont couverts par une autre directive cette fois-ci, qui s'appelle NIS 2, qui a en gros les mêmes objectifs, et surtout que les deux ont pris l'angle très fortement l'angle que c'était la responsabilité du management. Le management peut dire, senior management, ça peut dire le comité exécutif, le conseil d'administration, sont responsables de la cybersécurité et doivent suivre les risques, ils doivent suivre les plans d'implémentation et pourraient être sanctionnés s'il y a des manquements ou
s'il y a des audits, etc. Donc, avant, quand j'ai commencé, la sécurité, c'était un sujet technique. Peut-être c'était le responsable de l'informatique qui devait un peu réfléchir sur ces risques et comment faire. Aujourd'hui, en 2024, c'est clairement plus le cas. Mmh. C'est un des risques que le management d'une société ou le conseil doit prendre en compte. Et d'où naturellement l'intérêt de se faire aider dans certaines situations. Et vous parlez, uniquement français? Oui, forcément, quand on a fait le global, on peut pas échapper à l'anglais, donc j'ai parlé beaucoup d'anglais. Uh, no problem to speak English. J'ai grandi au Luxembourg, donc je parle luxembourgeois. Et forcément, j'ai travaillé 8 ou 9 ans en Allemagne, donc je parle l'allemand. C'est un peu comme vous-même, j'ai le plaisir au Luxembourg de parler les 4 langues presque tous les jours. Donc, c'est l'avantage. Avant, c'était surtout une langue ou l'autre, mais au Luxembourg, c'est presque les 4, presque tous les jours. Mais quels sont donc maintenant vraiment les services que vous offrez, au Luxembourg et en Europe? Forcément, la première, les premières orientations, c'est de la consultance. Donc, il y a beaucoup de consultants de tout type. Il y a des consultants techniques, il y a des consultants plus généraux. Ici, on essaye vraiment de leur donner du consultance au management, consultance au CISO aussi, donc les RSSI des différentes compagnies. Et on essaye comment dire, de les aider à développer des stratégies, des plans moyen terme, faire des gap assessment, faire développer des KPI quelquefois, des Key Performance Indicators, ou d'autres métriques si on peut dire, sont importantes parce que dans le passé, c'était juste des activités techniques et aujourd'hui, il faut mesurer le progrès, il faut Mmh. mesurer la performance, il faut mesurer le risque. Donc, c'est devenu une certaine maturation qui fait il y a des chiffres maintenant qui sont importants. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'intérêt du management pour avoir des chiffres, pas juste des impressions, des jugements. On fait aussi des projets spécifiques, techniques, que ce soit sur le cloud ou d'autres domaines. Donc, ça dépend un peu des intérêts des clients. Il y a aussi des clients qui veulent des certifications en sécurité. Quelquefois, c'est eux qui veulent avoir les certifications pour des raisons marketing. Et quelquefois, leurs clients demandent des assurances. Est-ce que ils veulent travailler avec une certaine société si elle est certifiée au niveau de la sécurité. Donc, c'est Mmh. certainement un marché en augmentation. Comment est-ce que vous vous démarquez maintenant des autres et quelle est vraiment la plus-value que vous pouvez apporter dans ces différents domaines? Comment faites-vous? Bon, l'important, c'est de ne pas voir la cybersécurité en isolation, comme un domaine technique. C'est un domaine dont la mission, c'est un domaine de support, c'est un domaine qui est là pour aider le business à se développer malgré les risques, malgré les incertitudes. Donc, il faut bien comprendre la partie métier ou business, si on veut. Ça, c'est une première chose. Mmh. Deux, il faut aussi comprendre, est-ce qu'on est une cible? Ou peut-être une cible. Notamment pour le ransomware, c'est un peu aléatoire, tout le monde peut y passer. Pour d'autres choses, ça dépend un peu de la société ou du secteur. Dans tous les cas, la sécurité, c'est une bagarre, si on peut dire, avec des adversaires, avec des cybercriminels, des attaquants. Et donc, il faut développer une approche, comment se défendre contre Mmh. ces attaquants, comment mettre des obstacles sur les chemins d'attaque. Donc, c'est pas juste faire un checklist de compliance quelque part. Il faut bien comprendre cela. Troisièmement, la cybersécurité coûte aussi un peu d'argent et coûte de plus en plus d'argent. Donc, il faut aussi réfléchir comment implémenter les projets de sécurité de façon économique et quelles sont les façons dont on peut faire plus avec moins comme tout autre secteur de l'entreprise. Oui, on a passé l'âge de la jeunesse. Et donc, il faut réfléchir avec beaucoup plus de catégories de management. On a vu les KPI tout à l'heure, aussi les aspects budgétaires, les investissements, les plans stratégiques deviennent aussi une réalité dans le monde de la sécurité. Forcément, si vous êtes dans un secteur qui sont régulés, il faut éviter qu'on se fasse auditer. Mais si on se fait auditer, ben, il faut gérer les audits du mieux qu'on peut.
Pourquoi est-ce que vous avez, développé le côté, médiatique, de votre site? On a naturellement, ça c'est un développement qui s'est fait un peu naturellement parce que vu mon expérience, j'essaie d'expliquer un peu. On avait certainement vu une partie de la cybersécurité de façon un peu plus proche que la moyenne de la population. Donc, l'objectif, c'était un peu de démystifier la sécurité, surtout pour le management. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, comment est-ce qu'on peut la gérer. Et, c'était un peu l'idée. C'est pourquoi, vu que j'avais un réseau de spécialistes que j'ai pu fréquenter et qui Bien. avaient une expertise à partager, à un moment donné, on a fait le pas et on a commencé à enregistrer des vidéos, on en a fait peut-être une cinquantaine. On a Mmh. aussi fait des podcasts, on a fait des blogs, donc je pense que c'était surtout la démystification et pour rapprocher ou augmenter la compréhension dans le domaine à plus grand nombre et dont le management de la compagnie. Et il faut dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire et j'espère qu'on a pu générer de la valeur ajoutée pour certains en tout cas. J'en doute pas. Est-ce que vous avez un objectif personnel, dans l'avenir proche? Je dirais, on continue à faire des vidéos, mais je crois qu'on est toujours en train de développer le business au Luxembourg et dans les pays limitrophes. Il y a certains business en dehors de l'Europe. Donc, c'est certainement une ambition qu'on a. Personnellement, être de retour en Europe, c'est fantastique, même Mmh. si je m'imagine un peu plus au sud. Plus au chaud et avec moins de froid et de pluie, à un moment donné ou l'autre, et j'espère que je trouverai un moyen d'y parvenir. Je vous remercie, beaucoup, Guy, j'ai beaucoup appris sur la cybersécurité et je vous souhaite, beaucoup de succès pour le futur. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, j'apprécie toujours les discussions et merci pour le temps que vous avez investi. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci.